Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons continuer notre périple dans la science de la Grèce antique. Alors, on était arrivé à Platon, et Platon est célèbre pour l'invention de la dialectique. Alors, Socrate et Platon, mais surtout Platon. Dans leur conception, il y a d'une part le logos, la raison, et d'autre part les connaissances, le savoir. Et les deux sont intimement liés, les deux vont de pair. Toute la raison est basée sur l'abstraction, les raisonnements, et Platon utilise beaucoup les notions de forme et de géométrie dans ses raisonnements. On peut même dire que on voit là poindre la mathématisation du savoir. Ils établissent également un fondement philosophique à la science. On voit là vraiment la naissance d'une véritable pensée scientifique. Platon met au point la dialectique, qui est un discours raisonné, progressif, où le raisonnement permet d'éliminer petit à petit les hypothèses jusqu'à arriver à une vérité unique et inébranlable. Dans sa continuité, on a Aristote. Aristote est bien connu pour ses travaux en physique. Il a également beaucoup développé la zoologie, l'étude des animaux. Il a fortement amélioré les processus de déduction, le processus de déduction formel, en créant les syllogismes. La notion de syllogisme est un mode de raisonnement dont le plus connu est sans doute le triplet de si A implique B et que l'on a A, alors on a B. Par exemple, tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Aristote a systématisé la construction de tels syllogismes. On peut dire que ce sont vraiment les fondements de la logique formelle. Les conceptions cosmologiques ont également beaucoup évolué. Aristote, pas toujours d'ailleurs dans la continuité de ses prédécesseurs, a conçu le géocentrisme, c'est-à-dire la Terre au centre d'un univers, d'un cosmos fini, c'est-à-dire la Terre et une voûte céleste étoilée, et entre les deux, des planètes. Concernant la zoologie, la vie, Aristote a beaucoup étudié les animaux et a montré qu'il y avait une véritable hiérarchie ordonnée dans les formes de vie, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes. Mais sa conception restait fixiste, c'est-à-dire sans évolution des espèces. C'était simplement un constat, la structure de l'ensemble du vivant. Alors on quitte la Grèce antique proprement dite pour rentrer ensuite dans l'époque alexandrine, c'est-à-dire celle de la ville d'Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand. La période d'Alexandrie, de cette époque, période dite alexandrine, va environ de moins 323 à moins 30. Elle se termine avec la fameuse destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. En Alexandrie, ceux qui dirigeaient la ville avaient voulu vraiment faire d'Alexandrie un centre de pensée et de réunion des plus grands esprits de l'époque. Donc, se retrouvaient là les plus grands penseurs. Les progrès furent considérables pendant la période alexandrine, aussi bien en mathématiques qu'en astronomie et aussi un peu en physique. Très connu est Euclide,
qui a vécu de moins 325 à moins 265. Euclide a écrit ce qu'on appelle les éléments d'Euclide, une série de tomes, dont la plupart nous sont parvenus par d'autres voies d'ailleurs, et qui fondent la géométrie, en se basant sur un certain nombre de postulats, dont le plus célèbre, celui qui a fait couler le plus d'encre, est probablement le postulat des parallèles. Par un point passe une seule droite parallèle à une autre droite. Pendant des siècles, les mathématiciens ont cherché à le démontrer sans y arriver. Et c'est sa remise en cause qui, au XIXe siècle, a conduit aux géométries non euclidiennes. La géométrie d'Euclide est peu ou prou toujours celle qui est enseignée à l'école actuellement. Bien sûr, sa forme a plutôt changé. C'est quand même quelque chose vieux de plus de 2000 ans. La façon de parfois d'écrire ou s'exprimer était différente. Mais Euclide utilisait des raisonnements et de véritables démonstrations. On décompose un problème en problèmes plus élémentaires et de manière rigoureuse, étape par étape, on démontre un résultat de géométrie. À l'époque alexandrine, on a aussi Archimède, bien qu'il habitait Syracuse. Moins 292 à moins 212 avant Jésus-Christ. Archimède est célèbre pour la découverte de la poussée d'Archimède. Il devait peser une couronne en or que le roi lui avait confiée. Le roi lui avait demandé de vérifier qu'il s'agissait bien d'or pur. Or, pour ce faire, le plus simple, c'est de mesurer la densité de l'or. Pour ça, on doit mesurer son volume et son poids. Et c'est à cette occasion que Archimède a découvert le principe de la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de haut en bas, dirigée vers le haut et égale au volume, au poids du liquide déplacé. On peut dire que c'est la première loi en physique. C'est donc important. Il y a des anecdotes amusantes. Archimède planchait sur ce problème de la couronne pour mesurer son volume et son poids. Et c'est alors qu'il prenait son bain qu'il eut l'illumination de la méthode qui lui permettrait de le faire, donc de la poussée d'Archimède, en étant dans l'eau lui-même. C'était un peu logique quand on y réfléchit. Il est alors sorti de son bain et a couru dans la rue en criant « Eureka », terme qui est resté à notre époque. Eureka veut dire « j'ai trouvé » en grec. Et il est sorti comme ça dans la rue, entièrement nu. Donc ce sont des anecdotes assez amusantes, mais véridiques. À l'époque, on a eu aussi Ératosthène, qui a vécu de moins 276 à moins 194. Ératosthène est célèbre pour avoir mesuré le diamètre de la Terre. Il avait constaté que en Égypte, donc à Alexandrie, et en Grèce, lorsque le soleil était à son plus haut point dans le ciel, lors du solstice d'été, à midi, il n'était pas tout à fait à la verticale. Il y avait une différence. Et il a compris que cela était lié à la rotondité de la Terre. Puisque pour la Terre, si le soleil est à son maximum à midi, l'angle avec lequel la lumière frappe le sol, dépend du point considéré. Il restait à mesurer cet angle, ce qu'il fit en utilisant un puits qui permettait de voir la lumière tomber au fond, et en mesurant, avec simplement des chameaux, la distance entre les deux points de mesure, en Égypte et en Grèce. Et il obtint un résultat relativement précis pour la mesure du diamètre de la Terre
qui est d'environ 12 000 km. C'est donc quelque chose d'assez remarquable. Donc quand on entend certains dire « Oh, dans le temps, les gens croyaient que la Terre était plate », ben non, peut-être à la préhistoire, peut-être bien, mais même dans l'Antiquité grecque, on savait très bien que la Terre était ronde. Peut-être aussi que les gens sans éducation ignoraient que la Terre était ronde. Mais en tout cas, chez les intellectuels, on a toujours su que la Terre était ronde. On peut citer aussi Aristote de Samos, qui a vécu de moins 310 à moins 240, qui a beaucoup étudié, avec de bons résultats, la distance entre la Terre et la Lune, et la distance entre la Terre et le Soleil, faisant preuve de beaucoup d'ingéniosité dans les méthodes employées pour le mesurer. La Terre à la Lune, c'est environ 380 000 km, et la Terre au Soleil, c'est 149 millions de kilomètres. Apollonius améliora l'astronomie, l'étude des planètes, en décrivant les orbites de planètes à l'aide d'orbites excentriques, donc dont le centre, en regardant les planètes tourner autour de la Terre, puisque la conception était géocentrique, en considérant que le centre de l'orbite était décalé par rapport à la Terre, ce qui reproduisait mieux les résultats. Hipparque de Nicée améliora beaucoup les instruments de mesure, en créant ou en améliorant le dioptre, le gnomon, l'astrolabe, et il créa, au moins dans l'Occident, le premier globe céleste ou orbe. Ces techniques permirent de bien améliorer les mesures célestes. Il mit au point aussi ce qui était appelé le calcul des cordes, ce qui est en fait la trigonométrie, le cauchemar de certains étudiants. Et il mit au point les épicycles, c'est-à-dire que on considère que la planète tourne autour d'une orbite, et sur chaque point de l'orbite, la planète effectue un petit cercle, tout en avançant. Ça permet de reproduire, avec une très bonne précision, le mouvement des planètes, et notamment le fait que leur position apparente, par moments, régresse dans le ciel. Donc, si on observe Mars au cours du temps, au cours des années, on constate que la position de Mars dans le ciel avance, dans les étoiles, et puis par moments fait demi-tour, et puis repart en avant. Avec les épicycles, on peut facilement reproduire ce phénomène. Grâce aux travaux de Hipparque, on peut mettre au point des tables astronomiques très précises, calculer par exemple les éclipses lunaires et solaires, et il conçut même un objet remarquable qui fut découvert il y a très peu de temps, d'ailleurs dans une épave, appelé machine denticitaire. Alors, c'est un instrument composé d'engrenages et de divers mécanismes que l'on fait tourner et qui permet de donner la position des étoiles, la position des planètes, les éclipses, etc. Un objet absolument remarquable, précis d'orfèvrerie et de mécanique, et qui donnait avec une grande précision les phénomènes célestes. On peut donc dire que la machine denticitaire est le reflet du caractère brillant et exceptionnel de cette époque. Ptolémée, de plus 85 à plus 165 après Jésus-Christ, effectua une synthèse de toutes ses connaissances astronomiques, et le système dit de Ptolémée eut un grand succès puisqu'il fut suivi pendant 1300 ans jusqu'à Copernic et la découverte que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire et non pas la Terre. Mais pendant 1300 ans, ce système a eu beaucoup de succès parce qu'il était très précis. Il est célèbre pour
certains livres qu'il a écrits. Il a écrit beaucoup de livres, des livres comme l'Almageste, un livre sur l'astronomie, ou la géographie, un livre intitulé Géographie, qui est une synthèse des connaissances géographiques de son époque. Alors, ce qui a suivi juste après l'époque de la Grèce antique, c'est l'Empire romain. L'Empire romain est célèbre pour ses techniques et son ingénierie. À quelques petites exceptions près, tout ce qui était science, médecine, astronomie, mathématiques, tout ça avait encore des origines grecques. Les Romains ne firent pas de grands progrès dans ce domaine. Par contre, en matière de technique et d'ingénierie, ils furent imbattables. En architecture, les techniques de voûte, empruntées probablement aux Étrusques, leur permit des constructions remarquables. La fabrication de routes à travers l'Europe et la construction des aqueducs, transportant l'eau sur des centaines de kilomètres. C'est surtout entre le 2e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ que toute cette technologie, cette ingénierie s'est développée. Elle est restée plutôt stable par après, sous le règne de l'empereur Auguste. C'est à ce moment-là que ça a été le plus florissant et le plus créatif. Ils ont mis au point le ciment, la plomberie, des grues, le moulin à eau. Ils ont mis au point aussi des standardisations, c'est-à-dire des standards en matière de mesure de poids et de distance qui permettaient à n'importe quel ingénieur ou ouvrier de savoir exactement comment construire ou manipuler des objets parce que tout le monde utilisait les mêmes poids et les mêmes distances. C'est très important aussi en science, quand un scientifique fait une découverte et annonce des résultats, des chiffres, pour qu'on puisse les comparer à d'autres résultats, ou pour qu'un scientifique puisse examiner ces résultats, il faut que les chiffres puissent être compréhensibles. C'est-à-dire que les notions de poids, de distance, soient les mêmes. La standardisation a un grand impact tant dans l'industrie et les techniques que dans les sciences. Voilà, après l'Empire romain, nous allons rentrer dans le Moyen-Âge, une période souvent plus florissante que l'on le croit souvent. Merci.